le discours dominant de notre époque célèbre le changement comme une vertu intrinsèque, une force motrice quasi divine propulsant l'humanité vers un avenir invariablement meilleur. Le progrès, souvent conçu de manière linéaire et ascendante, est devenu l'horizon indépassable de la pensée politique et sociale. Dans ce cadre, l'incrémentalisme, l'avancement par petites touches, modifications graduelles et réformes successives est présenté comme la méthode la plus sage, la plus pragmatique, voire la plus démocratique pour atteindre cet Éden terrestre promis. Qui pourrait raisonnablement s'opposer à une amélioration douce, à une adaptation constante qui évite les chocs brutaux des révolutions? Pourtant, cette narration séduisante, presque hégémonique, occulte une interrogation fondamentale, une inquiétude souvent reléguée aux marges du débat public, portée notamment par une certaine sensibilité conservatrice, et si cette accumulation incessante de petits changements, opérés sans vision d'ensemble, sans respect profond pour la structure existante qu'elle prétend améliorer, n'était pas une simple adaptation, mais une forme insidieuse d'érosion? Une corrosion lente, presque imperceptible au quotidien, mais dont les effets cumulés finiraient par saper les fondations mêmes de l'ordre social et culturel, laissant derrière elles non pas une structure rénovée, mais une ruine fragilisée, incapable de supporter le poids de l'existence collective. Ce scepticisme ne relève pas d'une simple nostalgie passéiste ou d'une peur irrationnelle de la nouveauté, il s'ancre dans une compréhension organique de la société, vue comme un écosystème complexe dont l'équilibre dépend de l'interaction subtile de ses composantes, héritées et patiemment ajustées au fil des générations. Questionner l'incrémentalisme progressiste n'est donc pas refuser le changement, mais interroger sa nature, son rythme, et surtout, sa finalité implicite ou explicite dans le grand tissu du réel. Est-il possible que, sous couvert d'optimisation et d'ajustement permanent, nous soyons engagés dans un processus involontaire de démantèlement, où chaque petite victoire progressiste contribue, sans le vouloir, à la fragilisation globale de l'édifice? La métaphore de la corrosion métallique est ici particulièrement pertinente, elle n'agit pas par coups violents, mais par une oxydation tenace, une altération moléculaire qui finit par compromettre l'intégrité structurelle de l'objet. De même, les changements sociaux et culturels mineurs, répétés et orientés dans une direction constante mais non nécessairement coordonnés vers un bien commun clairement défini, pourraient-ils ronger lentement le lien social, les cadres moraux partagés, les institutions pérennes, jusqu'à ce que la rupture, soudaine en apparence, ne soit que la manifestation tardive d'une longue dégradation interne? C'est cette dynamique souterraine, cette menace voilée par le discours rassurant de l'adaptation continue, que nous nous proposons d'explorer en profondeur. L'attrait de l'incrémentalisme réside dans son apparente modération. Il promet le changement sans la douleur de la rupture, l'évolution sans la révolution. Pour ses partisans, souvent situés dans le spectre progressiste ou réformiste, il représente la voie de la raison pratique, permettant d'ajuster les lois, les normes et les institutions aux nouvelles réalités sociales, technologiques ou morales, sans provoquer de résistance insurmontable ni de chaos déstabilisateur. Chaque pas est petit, justifiable en soi, souvent présenté comme une réponse logique à un problème spécifique ou à une demande catégorielle. Cette approche fragmentée, cependant, est précisément ce qui alarme le regard conservateur. Celui-ci, s'inspirant de penseurs comme Edmund Burke, tend à voir la société non comme une machine dont on peut remplacer les pièces à volonté, mais comme un organisme vivant, un héritage complexe dont les différentes parties sont interdépendantes de manière souvent invisible. Modifier un élément, même mineur en apparence, peut avoir des répercussions inattendues et potentiellement délétères sur l'ensemble. Le scepticisme conservateur ne porte donc pas tant sur le changement lui-même, la nécessité d'adapter et de réformer n'est généralement pas niée, ou que sur le mode et l'esprit de ce changement. L'incrémentalisme progressiste, tel qu'il est souvent pratiqué, semble manquer d'une vision holistique, d'une conscience aiguë des équilibres fragiles et des fonctions latentes remplies par les structures existantes, même celles qui paraissent imparfaites ou désuètes. Il procède par addition et soustraction locale, sans toujours évaluer l'impact systémique à long terme. C'est l'analogie de la tour Jenga, chaque bloc retiré individuellement semble une action sans conséquences majeures, jusqu'au moment où la structure entière s'effondre, victime de l'accumulation de ces gestes isolés. Cette critique soulève une question cruciale sur l'intentionnalité, l'érosion est-elle le résultat d'une stratégie consciente de déconstruction progressive, ou bien le sous-produit involontaire d'une multitude d'initiatives bien intentionnées mais mal coordonnées, chacune visant à résoudre un problème local sans égard pour la cohérence globale? Dans les deux cas, le résultat potentiel est le même, une fragilisation insidieuse de l'ordre établi. L'histoire intellectuelle de l'Occident offre un terreau fertile pour comprendre les racines de cette tension. L'idée de progrès linéaire, née avec les Lumières et exaltée au XIXe siècle, a progressivement supplanté les visions cycliques ou déclinistes de l'histoire. Cette croyance en une amélioration constante, souvent associée à la raison scientifique et à l'émancipation individuelle, a légitimé l'idée que le changement est non seulement possible mais désirable,
et que les structures héritées du passé sont autant d'obstacles à surmonter. Les grandes réformes sociales des 19e et 20e siècles, qui ont indéniablement apporté des avancées en termes de droits et de bien-être pour de larges pans de la population, ont renforcé ce paradigme. Cependant, une dynamique cachée s'est mise en place, le succès de réformes spécifiques, souvent menées après mûre réflexion et dans des contextes précis, a été progressivement instrumentalisé pour justifier une posture de changement permanent, où toute résistance à la nouveauté est disqualifiée comme réactionnaire ou obscurantiste. L'argument de la pente glissante, slippery slope, souvent moqué par les progressistes comme un sophisme alarmiste, trouve ici une pertinence renouvelée aux yeux des conservateurs. Non pas que chaque petit changement mène inéluctablement à une catastrophe, mais l'accumulation de changements dans une direction donnée, sans point d'arrêt ni mécanisme de réévaluation systémique, peut effectivement conduire à des transformations radicales non anticipées et potentiellement non souhaitées par la majorité silencieuse. Un cas illustratif générique pourrait être l'évolution du droit de la famille dans de nombreuses sociétés occidentales. Chaque modification en facilitation du divorce, reconnaissance de nouvelles formes d'union, évolution des règles de filiation, recours croissant aux technologies de procréation assistée a été introduite pour répondre à des situations particulières, élargir des libertés individuelles ou corriger des inégalités perçues. Prises isolément, beaucoup de ces réformes peuvent sembler justes et nécessaires. Cependant, leur effet cumulé, sur plusieurs décennies, a profondément redéfini l'institution familiale, ses fonctions sociales, et les repères identitaires qui lui étaient associés, sans qu'un débat global sur la désirabilité de cette transformation radicale ait toujours eu lieu. La structure fondamentale a été altérée par touches successives, créant une réalité nouvelle dont les implications à long terme sur la cohésion sociale, l'éducation des enfants ou la solidarité intergénérationnelle font encore l'objet d'intenses débats et d'incertitudes. Un des aspects les plus puissants de cette corrosion lente est sa capacité à se draper dans les habits du naturel et de l'inéluctable. Les changements progressifs sont souvent présentés non pas comme le résultat de choix politiques ou idéologiques contingents, mais comme une adaptation nécessaire à une évolution spontanée de la société, une marche inéluctable de l'histoire à laquelle il serait vain, voire immoral, de s'opposer. Des expressions comme entrer dans la modernité, être du bon côté de l'histoire, ou simplement vivre avec son temps fonctionnent comme des injonctions performatives qui disqualifient d'emblée toute critique ou interrogation. Cette rhétorique déterministe masque les véritables moteurs du changement, qui sont souvent des groupes d'intérêts spécifiques, des courants idéologiques actifs, ou des décisions politiques délibérées, même si elles sont fragmentées. La dynamique cachée ici est complexe, mêlant plusieurs facteurs. Les médias jouent un rôle crucial en normalisant les nouvelles normes et en marginalisant les perspectives dissidents. Le système éducatif, en transmettant certaines valeurs et en occultant d'autres, façonne les mentalités des nouvelles générations dans le sens du changement souhaité par certains acteurs. Les élites culturelles et académiques contribuent à légitimer intellectuellement ces évolutions, souvent en déconstruisant les cadres de pensée traditionnels. Psychologiquement, le phénomène de l'habituation joue à plein. Une fois qu'un petit changement est introduit et maintenu pendant un certain temps, il devient partie intégrante du paysage social, et la norme antérieure commence à paraître étrange ou dépassée. C'est le syndrome bien connu de la grenouille dans la marmite. Si l'on plonge une grenouille dans l'eau bouillante, elle saute immédiatement, mais si on la met dans l'eau froide et qu'on augmente la température très progressivement, elle s'habitue et finit ébouillantée sans avoir réagi. De même, les sociétés peuvent s'accoutumer à une série de micro-changements qui, cumulés, aboutissent à une transformation radicale qu'elles n'auraient jamais acceptée si elle leur avait été présentée d'emblée. Un exemple illustratif pourrait être l'évolution des normes linguistiques, notamment autour des questions de genre et d'inclusivité. L'introduction de nouvelles formes grammaticales, de pronoms inédits ou de l'écriture inclusive est souvent présentée comme une simple adaptation de la langue à la réalité sociale, une évolution naturelle. Cependant, ces changements, loin d'être neutres, portent une charge idéologique forte et peuvent modifier en profondeur la manière dont les individus perçoivent le monde, les relations sociales, et même leur propre identité. En s'attaquant à la structure même de la langue, véhicule fondamental de la pensée et de la culture, ces modifications incrémentales, présentées comme inévitables, pourraient avoir des conséquences cognitives et sociales bien plus importantes qu'il n'y paraît, rappelant à certains égards la novlangue imaginée par Orwell, où la modification du langage vise à rendre certaines pensées littéralement impensables. La naturalisation du changement occulte ainsi sa dimension politique et ses enjeux de pouvoir. Au cœur du processus de corrosion lente se trouvent des mécanismes psychologiques et sociologiques subtils qui expliquent comment de petits changements, apparemment anodins, parviennent à éroder des structures sociales et culturelles solides. Sur le plan psychologique, outre l'habituation, le biais de normalité joue un rôle. Les individus ont tendance à sous-estimer la probabilité et l'impact des événements disruptifs, surtout s'ils se produisent graduellement.
La dissonance cognitive pousse également les gens à rationaliser et accepter les changements une fois qu'ils sont devenus la norme, même s'ils y étaient initialement opposés, afin de réduire le malaise psychologique. S'ajoute à cela une certaine fatigue face aux changements constants, qui peut conduire à l'apathie ou à un retrait de la sphère publique. Sociologiquement, l'érosion opère par l'affaiblissement progressif des liens sociaux traditionnels et des référents culturels communs. Chaque petite modification des normes, des lois ou des institutions peut légèrement distendre le tissu social. Par exemple, une législation qui individualise davantage les droits et les responsabilités peut, à la longue, affaiblir les solidarités collectives ou familiales. Une redéfinition constante des valeurs morales peut créer une incertitude normative, rendant plus difficile la transmission intergénérationnelle et la cohésion du groupe. C'est le phénomène de la mort par 1000 coupures appliquées au corps social. Aucune blessure n'est mortelle en soi, mais leur accumulation finit par exsanguer l'organisme. L'analogie biologique peut être éclairante, mais doit être maniée avec précaution. Si l'évolution par petites mutations est le moteur de l'adaptation des espèces, toutes les mutations ne sont pas bénéfiques. Certaines sont neutres, d'autres sont délétères et conduisent à des maladies ou à l'extinction. De même, tous les changements sociaux ne sont pas des adaptations réussies. Certains peuvent introduire des dysfonctionnements, affaiblir la résilience de la société face aux crises, ou détruire des savoir-faire sociaux précieux accumulés au fil du temps. Une autre analogie pertinente vient du monde de l'informatique, le software ou dégradation du logiciel. Un code informatique complexe, lorsqu'il est constamment modifié par de petites rustines, patchs, appliqués par différentes équipes sans vision d'ensemble ni refonte périodique, finit par devenir instable, inefficace et difficile à maintenir, même si chaque patch individuel visait à corriger un bug ou à ajouter une fonctionnalité mineure. De manière similaire, une société soumise à un flux incessant de micro-réformes non coordonnées risque de voir sa logique interne, sa cohérence structurelle, se dégrader progressivement, jusqu'à un point de non-retour où les dysfonctionnements deviennent systémiques. Ce processus est d'autant plus insidieux qu'il manque souvent de responsables clairement identifiables, il apparaît comme le résultat anonyme et diffus d'une multitude d'actions décentralisées. L'impact de cette corrosion lente sur l'autonomie individuelle et collective est paradoxal et mérite une analyse approfondie. Le discours progressiste associe souvent l'incrémentalisme à une expansion des libertés et de l'autonomie individuelle. Chaque nouvelle loi ou norme visant à démanteler une contrainte traditionnelle ou à reconnaître un nouveau droit est présentée comme une avancée pour l'émancipation personnelle. Cependant, la perspective conservatrice met en lumière une dynamique cachée potentiellement inverse. Un environnement social et normatif en état de flux constant peut, paradoxalement, réduire l'autonomie réelle des individus. Pour exercer son autonomie de manière significative, un individu a besoin d'un cadre de référence relativement stable, de repères clairs qui lui permettent de faire des choix éclairés, de planifier son avenir et de comprendre les conséquences de ses actions. Lorsque les règles du jeu social, les définitions des institutions fondamentales, comme la famille, le travail, l'éducation, et même les catégories de pensée, comme l'identité de genre, sont en perpétuelle redéfinition, l'individu peut se sentir désorienté, angoissé, et finalement moins capable d'agir en tant qu'agent autonome. Cette instabilité normative peut créer une dépendance accrue vis-à-vis d'experts, de thérapeutes, ou d'autorités administratives pour naviguer dans un paysage social devenu complexe et mouvant. L'érosion des valeurs partagées et des cadres stables peut également conduire à ce que Durkheim appelait l'anomie, un état de déréglementation sociale où les individus se sentent déconnectés des normes collectives, entraînant un sentiment de vide, d'inutilité et une augmentation des pathologies sociales. Un cas illustratif générique pourrait être la réforme continue des systèmes éducatifs. Sous prétexte d'adaptation aux nouvelles pédagogies, aux besoins changeants du marché du travail ou aux impératifs d'égalité, les programmes, les méthodes d'évaluation et même les objectifs fondamentaux de l'école sont fréquemment remaniés. Si l'intention est souvent d'améliorer l'efficacité ou l'équité, le résultat peut être une perte de repères pour les élèves, les parents et les enseignants. L'autonomie des familles dans le suivi de la scolarité de leurs enfants est compromise par l'instabilité des attentes. Les enseignants peuvent se sentir dépossédés de leur expertise pédagogique par des directives changeantes venues d'en haut. Les élèves eux-mêmes, confrontés à des exigences fluctuantes, peuvent avoir du mal à construire un parcours cohérent et à développer une véritable maîtrise des savoirs fondamentaux. De plus, l'autonomie collective, celle des communautés locales ou des groupes sociaux à définir et maintenir leurs propres normes et traditions, est également menacée par un processus de changement incrémental souvent impulsé par des centres de pouvoir éloignés, gouvernements nationaux, institutions supranationales, tendances culturelles globales, qui tendent à homogénéiser les modes de vie et à affaiblir les particularismes locaux, considérés comme des freins au progrès uniforme. Il est essentiel, pour éviter toute caricature, de nuancer cette analyse en reconnaissant la nécessité indéniable du changement et de l'adaptation dans toute société vivante.
Le conservatisme éclairé, tel que pratiqué par des figures comme Burke, n'est pas une opposition dogmatique à toute évolution, mais une préférence pour un changement prudent, organique, qui respecte la continuité et préserve les structures fondamentales tout en ajustant leurs fonctions. La question n'est donc pas tant faut-il changer, que comment, à quel rythme, et dans quel but changer. Où se situe la frontière entre une évolution nécessaire qui renforce la vitalité d'une société et une corrosion insidieuse qui la mine de l'intérieur? Le rythme du changement est un facteur clé. Des changements trop rapides et trop fréquents, même s'ils sont mineurs individuellement, peuvent dépasser la capacité d'absorption et d'intégration d'une société, créant un sentiment de déracinement et d'instabilité. La portée du changement est également cruciale. Modifier des aspects périphériques ou fonctionnels d'une institution est une chose, s'attaquer à ses principes fondateurs ou à sa définition même en est une autre, aux conséquences potentiellement bien plus graves. Une perspective intéressante est celle de la réforme conservatrice, qui vise précisément à changer pour conserver, c'est-à-dire à adapter les formes extérieures pour mieux préserver l'essence et la fonction d'une institution ou d'une tradition face à de nouveaux défis. Cette approche se distingue radicalement de l'incrémentalisme progressiste qui, souvent, ne vise pas tant à préserver qu'à transformer, voire à déconstruire, l'ordre existant, même s'il le fait par petites étapes. Cela soulève des questions rhétoriques fondamentales. Une société peut-elle réellement fonctionner et assurer sa pérennité sans un noyau dur de principes, de valeurs ou d'institutions considérées comme relativement stables, voire intangibles? Que se passe-t-il lorsque la notion même des ordres devient un concept fluide, constamment négociable et redéfinissable au gré des modes idéologiques ou des pressions de groupes particuliers? N'y a-t-il pas un risque que la quête incessante d'une justice ou d'une légalité toujours plus poussée, définie de manière abstraite et désincarnée, finisse par détruire les conditions concrètes de la vie en commun et de la solidarité réelle? Le défi est de trouver un équilibre dynamique entre la stabilité nécessaire à la cohésion et à la transmission, et la flexibilité requise pour l'adaptation et l'innovation. Pour enrichir davantage l'analyse, il peut être fécond d'établir des connexions inattendues avec des domaines apparemment éloignés. Prenons le domaine de l'art. Certains mouvements artistiques du XXe siècle, comme le dadaïsme ou l'art conceptuel, ont radicalement remis en question les définitions traditionnelles de l'œuvre d'art, de l'artiste et de l'expérience esthétique. Par une série de gestes provocateurs et de propositions limites, l'urinoir de Duchamp, les boîtes de brio de Warhol, ils ont progressivement érodé les critères établis, aboutissant à une situation où tout peut être art, ce qui, pour certains critiques, a conduit à une perte de sens et à une dilution de la valeur spécifique de l'art. N'y a-t-il pas une analogie possible avec la déconstruction sociale opérée par l'incrémentalisme progressiste, où la remise en cause successive de toutes les normes et structures finit par rendre difficile la distinction entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas, entre l'ordre et le désordre? Dans le domaine technologique, le concept des obsolescences programmées et la conception délibérée de produits ayant une durée de vie limitée pour encourager leur remplacement fréquent offre une autre métaphore troublante. Pourrait-on parler d'une forme des obsolescences programmées sociales, où les normes, les institutions et même les identités sont encouragées à être fluides, changeantes, jetables, créant un cycle perpétuel de mise à jour sociale qui sert peut-être certains intérêts, économiques, idéologiques, mais fragilise le sentiment de continuité et d'appartenance des individus? Enfin, la biologie et l'écologie nous enseignent la complexité et la fragilité des écosystèmes. L'introduction d'une espèce invasive, même apparemment insignifiante au départ, peut déclencher une cascade d'effets imprévus qui déstabilisent l'ensemble de l'écosystème, parfois de manière irréversible. De même, une société est un système complexe dont l'équilibre repose sur des interactions subtiles et des interdépendances souvent méconnues. Les changements sociaux incrémentaux, s'ils ne tiennent pas compte de cette complexité systémique, peuvent agir comme des espèces invasives normatives ou culturelles, perturbant des équilibres sociaux patiemment construits et provoquant des effets secondaires indésirables à long terme. Ces analogies, bien que nécessitant d'être utilisées avec prudence, permettent de sortir d'une vision purement politique ou sociologique du problème et de souligner la dimension quasi-organique et systémique de la menace que représente la corrosion lente pour l'ordre social et culturel. Elles invitent à une réflexion plus profonde sur la nature même de la stabilité, de la complexité et de la durabilité dans les affaires humaines. Face à ce diagnostic d'une corrosion lente à l'œuvre, alimentée par un incrémentalisme souvent acritique, quelle voie proposer? Il ne s'agit nullement de prôner un immobilisme stérile ou un retour fantasmé à un âge d'or révolu. Une société figée est une société morte. La véritable question est de savoir comment naviguer le changement de manière responsable, en préservant ce qui mérite de l'être tout en adaptant ce qui doit l'être. La première étape, et peut-être la plus cruciale, consiste à démanteler le fétichisme du changement et la rhétorique de l'inéluctabilité. Il faut réhabiliter la prudence comme vertu politique et sociale cardinale. La prudence, phronesis chez Aristote, n'est pas la peur du changement,
mais la sagesse pratique qui consiste à délibérer sur les moyens les plus appropriés pour atteindre une fin bonne, en tenant compte des circonstances particulières et des conséquences potentielles à long terme. Cela implique de soumettre toute proposition de changement, même mineure, à un examen critique rigoureux. Quelle est sa finalité réelle? Quels sont ses effets probables sur l'ensemble de la structure sociale et culturelle? Sert-elle le bien commun ou des intérêts particuliers? Renforce-t-elle ou affaiblit-elle les fondations de la vie collective? Cet examen nécessite de réactiver la mémoire historique et la conscience culturelle. Comprendre d'où viennent nos institutions, nos normes et nos valeurs, quelles fonctions elles remplissent, y compris des fonctions latentes ou symboliques, et comment elles ont évolué au fil du temps est indispensable pour évaluer avec discernement les propositions de réforme. Une société amnésique est une société vulnérable à toutes les manipulations et à toutes les dérives incrémentales. Une stratégie concrète pour contrer les effets délétères de la corrosion lente pourrait consister à renforcer les corps intermédiaires et les institutions médiatrices, familles, communautés locales, associations, organisations professionnelles, institutions religieuses. Ces structures, lorsqu'elles sont solides et autonomes, peuvent jouer un rôle de tampon et de filtre face aux changements impulsés d'en haut par des tendances culturelles globales. Elles offrent des espaces de délibération, de transmission de valeurs spécifiques, et de résistance potentielle aux normes uniformisantes. Elles incarnent une forme d'ordre social concret, vécu au quotidien, qui peut contrebalancer l'abstraction des grands récits progressistes. Favoriser leur vitalité, respecter leur autonomie et leur diversité, dans les limites du respect des lois fondamentales, pourrait être une manière de préserver la richesse et la résilience du tissu social face à l'érosion. Parallèlement, il est impératif de cultiver un esprit critique généralisé face aux narratifs dominants sur le progrès. Cela passe par une éducation qui ne se contente pas de transmettre les dernières orthodoxies, mais qui enseigne l'histoire des idées, la philosophie, la logique, et encourage la capacité à analyser les discours, à identifier les présupposés idéologiques et à peser les arguments contradictoires. Il faut rouvrir l'espace du débat public pour y inclure légitimement les voix sceptiques ou conservatrices, non pas pour les adopter aveuglément, mais pour bénéficier de leur perspective critique sur les conséquences potentielles des changements proposés. Un véritable dialogue contradictoire est le meilleur antidote à la pensée unique et à la dérive incrémentale non réfléchie. En conclusion, la métaphore de la corrosion lente nous invite à une réévaluation profonde de notre rapport au changement. Loin d'être une simple modalité technique de réforme, l'incrémentalisme, lorsqu'il est découplé d'une vision d'ensemble et d'un respect pour la complexité héritée de l'ordre social et culturel, peut devenir un agent puissant de déstabilisation et d'érosion. Le scepticisme conservateur, souvent caricaturé, nous alerte sur ce danger insidieux, l'accumulation de petites modifications, chacune apparemment justifiable, peut finir par détruire la cohérence et la résilience des structures qui rendent possible la vie en commun et la transmission d'un héritage aux générations futures. Reconnaître ce risque ne signifie pas condamner tout changement, mais plaider pour une approche plus humble, plus réfléchie, plus consciente des interdépendances systémiques et des effets à long terme. Il s'agit de retrouver le sens de la mesure, de la prudence et de la responsabilité historique. La tâche n'est pas de figer le présent, mais de naviguer l'avenir avec la conscience aiguë que les fondations sur lesquelles nous nous tenons sont précieuses, fragiles, et que leur préservation active est une condition nécessaire pour que les changements que nous introduisons soient de véritables améliorations plutôt que les étapes successives d'un lent effondrement. Redéfinir notre relation au changement implique donc de passer d'une acceptation passive ou d'une célébration acritique à une évaluation active et discernée, où la question centrale n'est plus seulement comment changer plus vite, mais quel changement, pourquoi faire, et à quel prix pour la structure globale qui nous soutient. C'est peut-être en réapprenant à poser ces questions fondamentales, et en ayant le courage d'y répondre honnêtement, que nous pourrons éviter que la rouille du temps et de la réforme incessante ne finisse par avoir raison de l'édifice complexe et précieux de notre civilisation. La véritable transformation consisterait alors à adopter une éthique de la conservation dynamique, où la préservation de l'essentiel devient la boussole qui guide une adaptation prudente et réfléchie aux défis du présent.